Bienvenue pour un nouvel épisode du Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être de nouveau avec Arnaud de Robert. Bonjour Arnaud. Bonjour Victor et bonjour à tous. Et comme nous enregistrons quelques jours après la mort, le rappel à Dieu de Jean-Marie Le Pen, nous avons eu l'idée de faire une émission qui lui soit consacrée. Alors non pas une émission de nostalgie, non pas forcément une émission biographique sur le personnage, mais une émission qui soit d'analyse peut-être, de réflexion autour de ce qu'a été Jean-Marie Le Pen, ce qu'a été son parti, le Front National, son œuvre au sens large du terme, à travers... j'ai fait le choix d'inviter Arnaud parce que tu as connu davantage cette période-là que moi, de par ton parcours militant. Alors justement, on peut peut-être en dire un mot bref. Moi, à titre personnel, j'ai connu le Front National. Je viens pas du tout d'une famille de militants politiques, donc j'ai connu le Front National par les médias, en fait, grosso modo 2002, qui pour moi, je me souviens, c'était à l'école, la bête noire, le diable arrive, et donc tous les professeurs nous pleuraient en classe pour nous expliquer que voilà, on avait franchi l'infranchissable, et étant un peu un esprit curieux, ça m'a tout de suite attiré, évidemment, j'ai voulu aller me rapprocher, voilà, j'avais des camarades qui arrachaient les affiches, moi je m'amusais à les recoller discrètement après leur passage, et voilà, et personne m'avait dit qu'il fallait faire ça ou pas, mais c'est justement parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire que je voulais faire. Donc après, j'ai eu, on va dire, moi, le moment marquant, ça a été les BBR de 2007, où j'ai découvert un peu ce parti-là et tout le public qui se retrouvait foisonnant. Et puis, assez vite, finalement, déçu, à peu près, quelques années après, où j'ai eu le sentiment que finalement ça nous menait un peu nulle part. Voilà. Peut-être Arnaud va dire juste un mot, un peu de présenter pour dire d'où l'on parle. Bien sûr. Quand on évoque. Bien sûr. Alors moi le rapport que j'ai au Front National est un peu plus ancien, effectivement, et familial. Ma chère maman a été une militante d'Ordre Nouveau. Occident Ordre Nouveau, et donc connaissait déjà, jeune étudiante, ce tribun naissant, Tix et Vignancourt, etc., les campagnes diverses et variées, et c'était un des hommes de cette frange politique qu'on qualifiait de droite nationale ou de droite extrême à l'époque, sans que celui-ci, d'ailleurs, n'attire plus les foules que ça, en tout cas dans la génération de ma mère. Donc les gens nés dans les années 40, qui avaient 20 ans dans les années 60, qui étaient plus tournés vers un activisme un peu plus, on va dire, radical, vers le mouvement. On est quand même dans une époque où l'extrême gauche elle-même initie des formes nouvelles de lutte, à l'échelon européen, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et il y a des réponses de nos camarades à peu près partout dans l'Europe. C'est ça qui intéresse les jeunes. Jean-Marie Le Pen, qui est un homme qui a déjà, à l'époque, traversé pas mal d'épreuves, qui est un enfant de la guerre, qui s'est baladé en Indochine, en Algérie, qui a fait l'Égypte, etc. C'est déjà quelqu'un qui est âgé pour eux, qui est on va dire, à la fois dans le paysage politique, mais dans la génération du dessus. Donc, qui les intéresse moins. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont jusqu'à le snober, il y a un grand respect à cette époque-là, mais un relatif désintérêt pour l'aspect très politique imprécateur, 3e, 4e République de Jean-Marie Le Pen, où on dit, il est jeune député, il porte le fer à l'Assemblée nationale. En gros, les jeunes, l'Assemblée nationale, ils s'en fichent complètement. C'est la rue, c'est le spontanéisme militant, c'est beaucoup d'agitation, des camps, de la formation. Donc effectivement, moi, la culture qui m'a été donnée ensuite, c'est celle de... quand je suis arrivé en politique, c'était vers 14-15 ans, comme tout le monde, là, enfin pas comme tout le monde, mais comme beaucoup, c'était déjà une institution, voilà. Une institution dans l'institution, puisque c'était, il y aura, on pourrait y revenir, mais il y a deux choses, en fait, on parle du Front National et de Le Pen. On n'a jamais parlé d'une seule et même chose, voilà. Il y a Jean-Marie Le Pen et le Front National. Et il y avait la dimension de l'homme, moi, ma maman est pied noir, donc il y avait aussi cette affaire-là, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans, moi, Jean-Marie Le Pen, au sanctuaire de Santa Cruz, dans le sud de la France, mémorial des pieds noirs. C'était la première fois que je l'ai vu. Évidemment, en bon fan, je lui ai demandé un autographe, ce qui m'a valu quelques ennuis au collège 2 jours après, parce que je l'ai prestement montré, exhibé,
et que c'est parti en sucette à la récré, voilà, automatiquement, avec de jeunes halogènes sémillants. Bref, ça c'est de l'anecdote, mais fondamentalement, voilà, c'est déjà, moi quand j'ai 15 ans, c'est déjà quelqu'un qui est dans un paysage. Voilà. Pour nous, c'est pas une nouveauté, c'est quelqu'un qui parle fort, qui parle de manière voilà, très exacte sur un certain nombre de choses, mais il nous intéresse pas plus que ça. On cherche, nous, à s'accaparer, comme chaque génération, je crois, un bout du réel et un bout de l'activisme. Donc on se tourne beaucoup plus vers un tas de groupuscules ou de petits groupes, lesquels nous apportent d'ailleurs une critique assez verte du Front National, en disant, voilà, un rassemblement pour rien, il y a tout et n'importe quoi, auberge espagnole, il n'y a pas de doctrine politique, c'est une machine à recycler, tous les vieux classiques de la 4ème République, etc. Mélange des genres. Et évidemment, quand on a 17-18 ans et qu'on a envie d'être plus pur que le voisin, on accepte et on entérine la critique. D'ailleurs, j'en discutais avec plein de gens, même un peu plus âgés que moi, mais déjà à l'époque activistes. On a tous eu ce même réflexe. On n'allait pas au front, ou alors on allait au front pour les périodes électorales. Voilà. On voulait bien aller coller, aller tracter. Ça nous amusait beaucoup devant les lycées, par exemple, hein, évidemment, parce que ça mettait en balance 2-3 petites choses, et notamment un peu de, on va dire, un peu de distribution de phalanges, quoi. C'était très drôle pour nous, et puis surtout, on revendiquait via cet intermédiaire, on avait l'étiquette sans le poids. Voilà. C'était le front par occasion. On ne s'est pas du tout intéressé à ce moment-là au phénomène Front National et encore moins au développement de Jean-Marie Le Pen sur le plan politique. D'autant que, on est dans les années 80, fin des années 80, on a un virage réganien. On a quelque chose de l'ordre de la... quand il dit « je suis le dernier des Sioux », là, qu'il arrive aux États-Unis, etc., avec la journaliste américaine, bon, il y a ce côté un peu... je m'ouvre au libéralisme, je m'ouvre à cette droite libérale américaine qui elle va en poupe. Or, nous, on est dans des organisations anti-américaines au dernier degré. Donc, déjà, on est en porte-à-faux. Et donc, on est déjà un peu hors parti. C'est après, progressivement, dans le monde étudiant, tout en restant à l'extérieur, qu'on comprend qu'il y a une machine, tout de même. Et que cette machine, et ça, on l'a pas vu comme d'habitude en étant dans la groupusculite aiguë, cette machine produit des effets sur le réel, produit des effets sur le peuple français, cohère des gens, pique pratiquement tout son électorat au Parti communiste. On s'en est pas aperçu, nous. On a vu le résultat. Voilà, on n'y a pas prêté attention. Et puis, commence à faire des scores. Voilà. On a des scores signifiants. Et là, on se dit, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'instrument, de l'outil qu'il va falloir peut-être investir, alors avec plus ou moins... de vue, je me souviens, bon maintenant j'en ris un peu, mais des gens qui disent qu'il fallait infiltrer le front, il faut infiltrer le front. Bon, tous ceux qui ont tenté d'infiltrer ont fait carrière au front, hein, parce que finalement on n'y est pas si mal, pour beaucoup d'entre eux, avant d'être virés, mais ça on parlera probablement des purges successives, qui sont peut-être des parts d'ombre aussi, mais la machine s'était mise en place. Et surtout, on s'aperçoit progressivement qu'au-delà du Front National, il y a Jean-Marie Le Pen qui est une marque, un marqueur du réel, une façon de parler, une pugnacité indéniable, une cohérence, on va dire, en tout cas télévisuelle et médiatique, assez forte. Et ce qu'on baptiserait aujourd'hui de punchline, voilà, des sorties, pas celles sur lesquelles les journalistes reviennent sans arrêt, mais celles qui marquent le peuple, hein. En disant, voilà, je préfère mes filles à mes cousines, je préfère mes voisins aux gens derrière. Toutes ces idées simples qu'il savait si bien faire passer sur la préférence nationale, sur la nécessité de maintenir un ethnos à peu près sain dans un territoire, et en même temps la revendication permanente et continuelle du génie français. Du fait que nous sommes une grande patrie qui a généré... énormément on va dire de production culturelle, politique, métapolitique, etc. Et qu'on a tendance à oublier, parce que plus on va dans les radicalités, plus on est critique. Et je constate d'ailleurs, hein, depuis de nombreuses années, que certains sont devenus maintenant des gens haineux vis-à-vis de leur propre pays. Moi, ça ne m'a jamais passé, la France. Je suis militant révolutionnaire, national-révolutionnaire européen, mais je suis français et fier, très fier. Et je pense que
comme une piqûre de rappel, il a toujours été là pour ça. Voilà. On lui reprochera beaucoup de choses, nous, de notre point de vue militant radical, des rendez-vous manqués, une stature politique qui n'était probablement pas celle d'un homme de pouvoir, un rapport au pouvoir dont on va sûrement discuter, mais au final, voilà, je crois que c'est une présence qui finalement, je crois que sans lui, on n'en aurait pas fait autant. Je le dis maintenant à plus de 50 ans, mais on n'en aurait pas fait autant parce qu'en fait, on aurait été il nous a servi d'axe, même parfois s'il pouvait servir de repoussoir et d'énervement, il y avait un axe. Voilà. Et même distancié, on se définissait par rapport au RN, par rapport à FN, pardon, et à Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Oui. Si on attaque un peu un bilan politique de Jean-Marie Le Pen et du Front National, puisque comme tu l'as dit, effectivement, c'est deux choses différentes qui s'entrelacent. On va pas revenir sur la genèse du Front, mais sa création, etc. Une des critiques qui ressort le plus, c'est de dire cet homme n'a jamais voulu le pouvoir. En fait, dans le fond, il a monté une entreprise familiale à sa propre. En gros, il a vécu du politique et en gros, bon, il nous a fait miroiter quelque chose sans lui-même y croire et il y a tiré tout son intérêt. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette critique ? Qu'est-ce qu'elle a de vrai ? Qu'est-ce qu'elle a d'exagéré ? J'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais je crois que c'est devenu, au fil du temps, c'est devenu une caricature bien pratique. Avec un peu de distance et surtout ces dernières années, je me suis dit, alors qui était cet homme ? Qui est cet homme ? Puisque comme il est mort il y a peu, j'en parlais au présent, et on disait, même moi j'ai été, comme beaucoup de mes camarades, empli d'un certain nombre de rancœurs et d'aigreurs vis-à-vis de ces déclarations, des rendez-vous manqués, sans parler de 2002, des problématiques où on disait, alors il va le dire, il va le faire, et tout ce qu'on attendait n'arrivait pas, à chaque fois on était dans un show-strap, dans une espèce de pirouette, et peut-être probablement par dénigrement rapide, on a fini par dire, c'est un chef de PME, hein, c'est un chef d'entreprise qui gère la petite entreprise de la marque Le Pen, et en famille, et tout le monde s'entend bien là-dessus pour maintenir. Il y a probablement du vrai, hein, si on regarde les liquidations successives, les entrées et les sorties dans le Front National, il y a un qualitatif qui est passé au front et qui n'est pas resté, qui est extraordinaire. Si on arrivait un jour à rattraper tous ces gens, on aurait de quoi faire de belles choses. Il avait un tempérament qui, à mon avis, ne s'accordait pas ni avec tout le monde, ni avec toutes les fractions de notre mouvance au sens large, ce qui a produit beaucoup de clashs. Je dirais également que ça n'est pas n'importe quel parti qui peut générer des scissions. Il faut avoir la capacité finalement à amener une scission. Je parle de celle de Maigret, hein, qui a été celle que j'ai vécue en plein, puisque j'avais entre 20 et 25 ans, je crois, 25 ans, 26 ans. Donc c'était tous mes camarades qui partaient chez Maigret, et tous les vieux qui restaient de l'autre côté, etc. Il y avait encore une fois une césure politico-générationnelle. Alors tout cela est vrai, mais en même temps, si on, comme maintenant il est mort, et que de toute façon ces dernières années il était toujours aussi mordant, mais un peu moins présent, je crois qu'en fait, si je réfléchis bien, du pouvoir, il n'en a jamais trop parlé. Est-ce qu'il l'a voulu ? Probablement pas. Est-ce qu'il a généré un discours de prise de pouvoir ? J'en suis encore moins sûr aujourd'hui. Il était là, présent, comme un témoignage vivant, une incarnation de cette France révoltée, irrésolue, je dirais, et sans méchanceté du tout, comme un énorme chien de garde, un molosse qui dit « ça on n'y touche pas, ça on ne peut pas le faire, ça vous... » voilà. Et il avait cette culture classique extraordinaire, déclamant des vers à la télévision, tout le monde ne le fait pas, hein, Musset, Hugo, etc. Il avait cette faconde, et également la profondeur de chant qu'on pourrait presque regretter, qu'on trouvait chez un horrible personnage, mais François Mitterrand, pareil, hein, avec une profondeur de culture classique étonnante. Voilà, il y avait chez ces hommes, que je ne classe pas dans la même catégorie, mais tout de même dans la même ère historique et géographique d'ailleurs, hein, France de la province, qui a bien travaillé, qui est passé par les jésuites, qui a opiniâtre, etc., qui a bouffé son latin et son grec,
et qui construit derrière une vision qu'on peut dire tout à fait cohérente à travers le temps. Donc oui, un passeur, pour moi, une incarnation, voilà, avec ses qualités et ses défauts, mais pas un homme de pouvoir. Pas au sens où nous l'entendions. Je crois que la députation lui plaisait largement, en termes de tribune. Alors, je rebondis un peu sur cette Peut-être qu'il était très 3e, 4e, finalement, sur ce plan-là. Cette notion de pouvoir, est-ce que un homme qui parle avec une telle radicalité Oui. peut aspirer au pouvoir? En fait, on voit bien, toujours dans les débats sur la question de la radicalité, du militantisme, de l'engagement, il y a un moment donné, on se demande si finalement le pouvoir aujourd'hui, à notre époque, n'est pas réservé qu'à des gens qui ne sont pas des gens de conviction. Alors, il n'était sûrement pas le plus radical. Il l'était dans la formule. En gros, c'était « je sors un truc, débrouillez-vous avec ». Y compris dans ses rangs. Hein. Les gens se tiraient des balles. Par contre, il n'a jamais cru en la dédiabolisation, et je lui ai toujours donné raison sur ce plan-là, modestement, en me disant ça. C'est pas de dédiaboliser qui va amener un surplus de votants. C'est la dégradation de la situation. Il le savait, lui, je pense aussi, parfaitement. Il a fait des sorties dont il aurait pu s'abstenir, je pense, en termes de stratégie politique. Il était radicalement français. Voilà. Je pense que c'est pas la plus dingue des radicalités politiques, mais il était radicalement français. Et ça, beaucoup de gens, finalement, en dehors du petit pari des 10 000, tu sais, de Juan Branco, de la sphère journalistique, beaucoup de gens lui pardonnaient. Ça n'a jamais pesé dans les votes. Voilà. Les journalistes auraient bien aimé, d'ailleurs, que ces philippiques, ces pointes, ces saillies, et parfois un peu lourdes, pèsent sur l'électorat. Absolument pas. Les gens aimaient ça, ils aiment bien. Ça, c'était une empreinte française. Est-ce qu'il aurait pu arriver au pouvoir ? Il a presque frôlé le pouvoir. Et là, alors c'est tout à fait un avis personnel, mais là je pense qu'il a tout fait pour ne pas l'obtenir. Voilà. Probablement sachant que c'était pas complètement son rôle, et surtout que c'était pas complètement sa voix non plus. Voilà. C'est encore une fois une politique au sens du tribun qui témoigne d'une permanence. Voilà. Pour moi, c'est... on l'a appelé le menhir, on pourrait l'appeler le phare aussi. Voilà. Il avait un certain éclairage sur notre pays. Ce qui n'empêchait pas aussi cet homme d'avoir ses parts d'ombre, et notamment dans sa gestion du parti Front National, duquel il a exclu beaucoup de gens. Il a parfois été, à mon avis, très peu objectif dans ses choix et dans les mises en concurrence qu'il effectuait auprès de ses cadres. Mais fondamentalement, un homme qui rappelait que le pouvoir, ça n'était pas n'importe quoi. Voilà. Est-ce qu'il en voulait ? Non. Est-ce qu'il s'en est saisi ? Non plus, pas plus que ça. Il n'a jamais cherché à aller au bout. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu frustrant si on se considère comme appartenant à cette même mouvance ? Bien sûr. De se dire, est-ce qu'on n'est pas finalement éternellement cantonné à être dans une forme d'opposition, d'être finalement les Cassandres ou je ne sais quoi, et à ne jamais être capable d'agir plus sur le réel que dans la critique. Bien sûr. Dans les 2 ou 3 générations que je côtoie et que toi aussi tu peux côtoyer, on a énormément de gens qui ont fait un bref passage au front. Moi, je l'ai fait sur ma période étudiante, par l'intermédiaire du renouveau étudiant. On a mis un pied dedans ou un orteil, on est ressorti. Voilà. Alors, compagnons, on va dire, éloignés pour certaines élections, du local, où on filait un coup de main à des copains bien placés, pas de souci. J'ai beaucoup pensé à cette idée de condamnation, en fait. Et... Je crois que j'aurais pas été si radical s'il n'y avait pas eu le front, mais je crois que le front ne peut pas exister sans les radicalités qui l'environnent. Voilà. Qui finalement infusent beaucoup de choses autour de lui. Voilà. Infusent beaucoup d'idées. Alors, on dira il en reprend peu, etc. Non, parce qu'il y a toujours dans la production militante de chaque génération des gens qui finalement rentrent dans cet appareil et apportent. Voilà. Et on a un travail de complément. Voilà, c'est un peu comme, si tu veux, la médecine allopathique et les médecines dites alternatives. On a un complément. Voilà. Moi, j'appelle ça une médecine complémentaire à la radicalité. Pourquoi ? Nous sommes à la racine des choses et on rappelle
un peu comme lui l'a fait sur la France. Nous, on rappelle qu'il y a certains principes, voilà, sur lesquels s'assoient parfois, évidemment, des gens un peu plus souples qui apparaissent maintenant en première ligne autour du RN, voilà, et des satellites, qui sont des gens, comme tu le dis, qui lissent le terrain ou tentent de le lisser pour accéder au pouvoir. La stratégie de recentrage n'étant, à mon avis, pas la meilleure. Le réel va probablement le prouver, mais on verra. Mais non, je ne crois pas que nous soyons condamnés. Mais je pense que le Front National a raté un truc avec nous, avec tous les radicaux des différentes générations. Dans un premier temps, il les a intégrés, et je me souviens que Jean-Marie avait à un moment intégré beaucoup de gens des sphères NR, de l'AF, enfin voilà, il avait pris des tas de gens qui étaient arrivés de différents mouvements, en se disant, là il y a une ossature, les gens sont bien formés, sont très politiques, ils sont quasiment, voilà, c'est ce que Adinolfi appelle du léninisme de combat, c'est-à-dire extrêmement organisé, pointilleux, etc., menant leur structure locale comme des armées, quoi, à la conquête. Bon. Après, il s'est aperçu qu'avec ces gens-là, on n'a pas la même capacité à diriger. On ne peut pas parler de la même manière à quelqu'un qui est déjà très formé politiquement et qui est assez radical. On ne peut pas lui dire, écoute, on prend un virage à 180, on fait 3 sauts périlleux, une pirouette et on passe à autre chose. Non. Non, il y a un axe. Quand il y a un axe, des principes, une stratégie, on ne peut pas non plus faire la pirouette. Et il aimait bien ce côté sens du vent, lui. Alors, pas toujours le bon, hein, mais il aimait bien être plus léger que la structuration métapolitique ou radicale. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un moment, il faut le dire, il s'est passé de nous. Et on s'est passé de lui. On a divorcé, hein, fin des années 80, il y avait déjà eu des générations précédentes qui étaient un peu sorties, mais c'était assez radicalement découpé, on va dire, sur ce plan-là. Aujourd'hui, c'est moins net, mais en même temps, c'est plus profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens au RN qui ne nous ont jamais vus, je pense, qui ne sont jamais venus dans nos activités, nos formations, nos UDT, qui ne fréquentent pas ces rivages ou alors de loin, à qui on rapporte les événements de très loin. Lui, il avait toujours un pied dans tous ces trucs, ou en tout cas, il envoyait toujours du monde. Voilà. Il gardait une antenne sur cette radicalité, sachant que de temps en temps, il y avait une bonne production intellectuelle, une bonne production stratégique, économique, et il était capable de le faire. Voilà. Donc c'est un rapport un petit peu de vieux couples divorcés qui n'arrivent pas à se séparer, je dirais. c'est un peu ambigu. Voilà. Alors, je dirais pas la haine passion, parce que les deux sont trop forts, mais on va dire, une espèce de d'urticaire, mais en même temps d'intérêt. Voilà. Alors, un des éléments qu'on remarquait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'était que le Front National avait été le grand carrefour politique de la droite, qu'on peut qualifier de nationale, peu importe, et qu'il n'est plus le cas, ce n'est pas le cas du Rassemblement National. Comment est-ce qu'on peut analyser cette figure qui a incarné le parti en tant que carrefour ? Alors, moi, je trouve que cette question, on va devoir la creuser. Jean-Marie Le Pen est mort, une page est définitivement tournée qui devient historique. Je pense qu'on doit réfléchir à ça. On le disait tout à l'heure, il y avait plus de diversité militante à l'intérieur ou autour du Front National qu'il y en a aujourd'hui autour du RN. C'est très, très vrai. Jean-Marie Le Pen a cherché à rassembler toutes les forces politiques, presque toutes, parce que, quand même, pas oublier qu'il y a eu le Parti des Forces Nouvelles, et qu'il y a un certain nombre de gens qui ont préféré faire autre chose dès le départ, ne s'entendant pas du tout avec lui, et pour avoir discuté avec tous ces gens qui ont fondé le Front, qui étaient autour, c'était pas évident de discuter avec lui, hein. C'était quelqu'un qui n'était pas très souple quant à la structuration et à la stratégie qu'il fallait prendre. Par contre, après, il a eu cœur et c'est amusant, paradoxalement, de rassembler. Voilà. De rassembler toutes les niches, on a été très très loin, hein. On a eu même des témoins de Jéhovah au Front National, enfin moi, il y a eu la secte Moon, il y avait des gens qui arrivaient de partout. Par moments, on était vachement étonnés, on avait du jeune cadre dynamique réganien, avec une tête, un sourire Colgate et la frange des yuppies des années 80-90, là, qui côtoyaient des skins. Bon, il y avait vraiment des choses, les BBR, c'était vraiment
une sorte de parc d'attractions à ciel ouvert de la France des radicalités. Est-ce qu'il avait besoin de rassembler tout ce monde-là ? Je pense pas, en fait. Ça lui tenait probablement à cœur, par l'intermédiaire de vieilles amitiés ou de vieilles réflexions autour de « il faut une place pour tout le monde ». Et on a peut-être besoin de tout le monde, au sens du terrain, mais lui, il n'avait pas besoin de tout ça pour fonctionner. Je crois que ça l'amusait beaucoup de voir tout ça rassemblé régulièrement autour de lui. Voilà. Il aimait bien cette idée un peu comme le Parti communiste vis-à-vis de Gaulle, quoi. Au premier tour, on vote communiste, puis au deuxième tour, on vote De Gaulle, quoi. Voilà. C'est à peu près ça qu'il avait réussi à mettre en place. Au premier tour, on avait nos candidats où on s'abouffait, puis bon, après, on se disait, il faut quand même voter Front, quoi. Faut pas tortiller, il faut envoyer les voix. Donc c'était pas que du défaut, c'était parce qu'on savait qu'il fallait faire un petit quelque chose quand même. Il avait réussi ce tour de force-là. Aujourd'hui, je crois que le RN a généré en fait finalement sa propre matrice de cadres. Ou en tout cas, il va les pêcher là où il en a besoin, dans des sphères intermédiaires. Je pense au petit Bardella, par exemple, et à d'autres, qui n'ont pas du tout, enfin, qu'il est impossible d'avoir croisé ces dernières années, puisqu'ils n'étaient pas là. Nullement sur le terrain radical, nullement sur le terrain militant. Et je crois que ça, c'est un problème qu'a déjà senti le Front National très tôt, au milieu des années 90. C'est l'absence d'encadrement militant, d'école de formation interne, peut-être parce que, justement, il y avait le patchwork, et que c'était compliqué de définir une ligne, et qu'il s'est dit, ça va être trop compliqué, tout le monde va s'entretuer, c'est moi la ligne. Donc, comme je suis un marin, en fait, c'est pas moi la ligne, c'est moi le vent. Voilà. Et c'est moi le cap. Voilà. Et son cap, on va dire qu'il se le carénait, enfin voilà, il prenait le vent qu'il avait envie de prendre à tel ou tel moment, et la masse suivait, où les gens se démettaient et partaient sur autre chose. Voilà. Ça a pesé, parce qu'effectivement, les gens très formés ne s'y retrouvaient pas du tout, et donc ont déserté. Et je pense que derrière, et lui et sa fille n'étaient pas mécontents de voir, par exemple, gentiment disparaître le FNJ, qui était pas forcément très obéissant tout le temps, avec des sections un peu turbulentes, et de recruter beaucoup plus sur les bancs universitaires écoles de commerce et autres, des gens attirés tardivement, donc un peu frais, et peu formés, voilà, plus plastiques. L'heure est à la plasticité, j'ai l'impression, dans le recrutement. Peut-être que notre caractère un peu trop doctrinaire par moment, qu'on a moins que ce qu'on veut dire, mais que beaucoup ont encore, a gêné. Voilà. En tout cas, c'était pas sa tasse de thé, la doctrine. C'est un littéraire, je pense, pas un doctrinal. Alors, parlons de l'homme, oui. Et la figure de Jean-Marie Le Pen. Alors déjà, un homme qui naît en 1928, donc qui a connu cette première période, première partie du XXe siècle, qui a participé au dernier débris de l'aventure coloniale. Bien sûr. Mais qui est profondément un homme en tant qui a émergé, on va dire, et qui a joué un rôle dans la deuxième moitié du XXe. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas tellement de personnalités équivalentes. C'est-à-dire que cette capacité à entourer autour de lui et à créer presque une symbiose entre le parti et lui, même si évidemment on a dit le Front National c'est différent de l'homme. Voilà, tu n'oublieras jamais ces affiches Le Pen, le peuple. Voilà. Il n'y avait plus le RN, le FN, il y avait une petite flamme en bas à gauche. Il y a ce côté marketing politique. Voilà, on va créer une marque, on va créer un personnage, on va dire un marketing vraiment personnel, personnel branding comme on dirait. Mais voilà, c'est intéressant quand même de se poser la question, qu'est-ce que un homme aujourd'hui est capable de faire autour de sa personne. Finalement, on s'aperçoit que si on fait des comparaisons avec vraiment les récentes actualités, on voit qu'il y a eu une forme de personal branding autour de Macron. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, aurait encore de l'avenir, ou est-ce que c'est la question, la comparaison avec Macron me semble extrêmement intéressante pour la raison que ce sont deux matrices et deux époques. Tu l'as bien souligné, il est né en 28. La constitution de l'homme Le Pen et la constitution du phénomène Macron
appartiennent, je crois, à deux matrices évidemment totalement différentes, mais l'une est excessivement moderne, la dernière, liée à l'ingénierie sociale, à la capacité réseau, etc. Alors que Le Pen, ce qui fait de Le Pen, Le Pen, c'est sa jeunesse de jeune breton, fils de marin-pêcheur, qui passe par les jésuites, qui apprend 200 vers latins par trimestre, qui est finalement je pensais à Dominique Vénère l'autre jour, qui est à peu près des mêmes générations. Tous ces braves gens se sont construits dans l'ancien monde. C'est-à-dire dans un monde qui commençait à digérer malheureusement, après le drame de 14-18, qui commençait à digérer la révolution industrielle dans ce qu'elle cassait d'une pensée traditionnelle, mais qui a été éduquée de manière parfaitement traditionnelle, c'est-à-dire française. Comme leurs pères, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères avaient été éduqués, si ce n'est que Le Pen était breton et qu'il n'a jamais revendiqué plus que ça sa terre natale, sa langue et même l'identité bretonne. Certains lui reprochent, à juste titre d'ailleurs, de ne pas avoir trop travaillé sur ce phénomène-là. Après, bon voilà, c'est un breton de l'époque où les gens devaient se sentir français. On voulait passer à la dimension nationale. Ce qui veut dire que quand Le Pen arrive à maturité, il n'y a pas l'image. C'est marrant parce que aujourd'hui, je vois fleurir sur les réseaux sociaux des photos de Jean-Marie Le Pen en Algérie, mais il n'y a pas tant d'images que ça. Quand lui est acteur, il n'y a pas tant d'images que ça. Par contre, il y a la voix, il y a le discours, il y a la recension écrite du tribun Le Pen. Donc ce qui construit Le Pen, c'est véritablement la société de l'écrit, de la radio, de la représentation journalistique du paysage politique. Aujourd'hui, on est dans une médiatisation tout à fait numérisée. Donc Le Pen n'est pas un produit, Le Pen a créé une marque. Macron est un produit. Pour moi, Macron est un produit. C'est-à-dire que Macron, à un moment, on l'a satellisé, on lui a dit, tu vas devenir le responsable commercial de la succursale France pour Goldman Sachs. C'est à peu près sa mission. Rothschild et compagnie, on s'en fout. Enfin, je caricature, mais on en est là. Macron, c'est une synthèse. Le Pen, c'est pas une synthèse. C'est une émanation. Ça, c'est très, très différent. Le Pen est une incarnation de quelque chose. Macron, c'est l'écume. On pourrait le changer par n'importe quel mec autour de lui, il y en a 50. Alors, évidemment, il a un peu de culture, Macron, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pris, d'ailleurs. Il a ce petit côté littéraire énamouré du cabinet des curiosités, quoi. Mais en dehors de ça, c'est un savon, c'est lisse. Le Pen, c'était tout sauf lisse. Et donc, on pouvait reprocher beaucoup de choses à Le Pen, essentielles, qu'on ne peut pas reprocher à Macron. Parce que Macron, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Il suit sa feuille de route, quoi. Voilà. Il est contre nous. Le Pen était pour la France. C'est très différent, à mon avis. Les deux matrices sont différentes. Maintenant, est-ce qu'on peut reproduire du Le Pen ? Non. Non. Les circonstances aujourd'hui politiques appellent, je l'espère, à la naissance et ou en tout cas à l'apparition d'hommes décidés, forts et capables de résoudre des problématiques qui vont devenir de plus en plus premières et primitives, même, au sens de la survie. Mais ça ne sera pas selon les modalités classiques. Encore une fois, la France du jeune Jean-Marie, elle est morte. Elle est passée, on peut la regretter, mais elle est passée. Elle est dépassée et passée. Voilà. C'est pour ça que je pense que dans les très jeunes générations, ils n'évoquent pas grand-chose. Voilà. Et que, au grand déplaisir des sphères gauchistes françaises, les gens qui étaient sur les places pour se réjouir de sa mort, c'était déjà des gens qui avaient 30 ans et plus. Voilà. Je peux le dire ici, puisque je ne dirai pas ce qui s'est passé, mais moi, le lendemain de son décès, j'avais des étudiants devant moi, et plusieurs sont venus en me disant « c'est très triste quand même la mort de M. Le Pen ». Et c'est des gamins qui ont 19-20 ans. Donc là aussi, il y a une césure. Ils ne le connaissent pas, mais c'était un symbole. Ce qui veut dire que par-delà le travail qui a été fait par les sphères médiatiques du système, il reste une image. Voilà. Est-ce qu'elle est reproductible ? Non, ce sera un peu comme une image d'Épinal, au bon sens du terme. Je veux dire, on sait qu'il y a eu ce phare, cet axe à un moment.
Mais par exemple, je crois, pour ne pas dire bêtise, et je pense pas qu'il faille l'en vouloir, mais que Bardella a dû rencontrer 2 fois Jean-Marie Le Pen dans sa vie. Pour toute une autre génération, c'est à la fois quelqu'un d'avant, quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, mais qui n'est plus sur les mêmes tablettes, des gens aujourd'hui qui avancent sur d'autres données, et c'est difficilement reproductible sans des mouvements, on va dire, un peu browniens, un peu lourds, qui rappelleraient des tribuns, voilà. Mais une période qui deviendra un peu plus, on va dire, polémique. Qu'est-ce qu'on peut garder de l'héritage Jean-Marie Le Pen, tant sur déjà peut-être le fond, c'est-à-dire que est-ce que les combats qu'il a menés, est-ce qu'il a été véritablement un précurseur, est-ce que les combats qu'il a menés, on peut toujours s'en réclamer? Je dirais qu'il a été le porte-voix des précurseurs dans fin des années 60, début des années 70, quand tout un tas de gens, qu'il serait trop long ici de citer dans les sphères radicales, ont commencé à très tôt, on va dire milieu-fin des années 60, à documenter les problématiques migratoires. Il est très clair, je repense à un journal du GUD qu'on m'a offert il y a quelques années, qui date de l'année de ma naissance, 1971, pour ne rien cacher, et dont la une est « Halte à l'immigration ». Bon, on voit qu'à cette époque-là, il y a la mise en place d'un discours très conscient, stratégique et très documenté sur cette problématique de remplacement de population. On est à l'époque à moins d'1 million d'immigrants en France. Le Pen s'en empare, à mon avis, pas par opportunisme, mais parce qu'il mesure comme les autres que statistiquement, il y a un phénomène, d'ailleurs il le dira très tôt, puis après il le dira plus du tout, mais d'américanisation par cette immigration. Il y a aussi, alors, le grand patronat évidemment appelle les immigrés, mais surtout il y a cette idée d'aligner la société française sur la société occidentale. Enfin une colline peuplement. De mélanger un peu tout, gentiment, à l'aune du supermarché. Et ça, très tôt, on peut dire que, voilà, il y a une très très belle et très longue constance sur la menace pour l'identité française que fait peser une immigration, remplaçante. On ne peut pas lui reprocher, on peut se féliciter d'ailleurs, et on peut lui rendre hommage sur ce plan-là. Il n'a jamais lâché rien du tout. Ça pour moi c'est peut-être la constante. D'ailleurs c'est ce que se rappellent les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, qui disent ouais mais c'est un des premiers à avoir dit l'immigration, etc. Voilà. Donc ça on peut ensuite là j'aurais bien du mal, tu vois, économiquement alors je me rappelle des programmes successifs du Front National à diverses occasions, mais la ligne c'en est pas une. Le cap a beaucoup changé, on va dire, hein. Par moments très libéral, plus protectionniste, plus socialisant, nationalisant, voilà. Mais la constante, c'est la constante qu'on a appelée bien plus tard identitaire, c'est-à-dire il y a un socle. Le français, c'est pas n'importe quoi. Le français est un homme blanc, un Européen, descendant de Celtes, de Latins, de Germains, etc. Il n'y a rien de dramatique à le définir, et il n'y a rien de dramatique à le défendre. C'est le premier à avoir dit pourquoi on serait gêné d'être ce que nous sommes. Voilà, ça c'est un vrai héritage. Ensuite, avec un brin de nostalgie. Je pousse un peu la question. Est-ce que dans ta connaissance un petit peu des sphères nationalistes pré-Le Pen, c'est vraiment Le Pen qui est le premier à mettre la question de l'immigration ? Non, c'est pas le premier. Non. On a des groupes qui très très tôt, je pense à Ordre Nouveau notamment, hein, mais d'autres, avant la Fédération des étudiants nationalistes dans les années 60, il y a des tas de gens qui commencent à dire, quand même là. Évidemment, ceux qui habitent dans les grandes métropoles et qui voient dans les banlieues l'arrivée massive d'Afro-Maghrébins, et notamment plus de Maghrébins d'ailleurs, dans les usines, Renault, Citroën, etc., les usines d'armement, tout le génie électrique, voilà, on a quand même EDF, le train, la SNCF, etc., on voit arriver des tas de gens, et on nous dit, mais c'est pour le boulot, ils vont rentrer. Passer la sidération qui est de dire ah bon, ils s'installent machin massivement. En plus les gens se regroupent, hein, c'est le premier phénomène communautariste. Passer cela, les gens très très tôt, et notamment parce que beaucoup de militants nationalistes sont de milieux populaires et donc confrontés très directement à cette problématique. Voilà, énormément de feuilles. Alors moi j'ai moins d'archives que certains de mes amis. Georges Veltat-Racol
à des kilomètres d'archives sur de tout petits fascicules, voilà, des trucs chronéotypés, tu sais, où on parle déjà de la problématique migratoire lourde. Ça arrive fin des années 50, début des années 60, on commence à dire qu'est-ce que c'est ça, à quoi on joue. Puis à partir de la fin des années 60, ça devient un discours dominant. Lui s'en empare, alors je ne vais pas gloser sur la genèse de la prise du problème migratoire par Le Pen, parce que j'en sais rien. Je pense pas que ce soit par opportunisme. Ça l'a vraiment, lui, l'homme des colonies, ça l'a vraiment embêté de voir, je pense, dans un double jeu, embêté de voir à quel point ça déconsidérait les gens que lui avait aimés dans les colonies, parce qu'il avait ce côté un peu... voilà, un peu à la Hollande ou autre, il y a des bons musulmans, il y a des machins... Enfin, il aimait bien ça, c'est ce côté colonial, il pouvait danser le zouk à 1h du matin, voilà, bon. Il ne s'interdisait rien. Mais en même temps, ça l'embêtait de voir que ça effondrait la considération qu'on pouvait avoir pour ces peuples, à partir du moment où c'était nos voisins et pas nos envahisseurs. Et d'un autre côté, comme les gens de son époque, l'Algérie était passée par là, il fallait pas qu'on nous la refasse à l'envers, quoi. Ok, vous avez voulu être indépendants, maintenant foutez-nous la paix, quoi. Voilà, ne venez pas ici quémander des choses que vous nous avez demandé de remballer. Donc je pense que c'était un cri du cœur aussi. Mais en tout cas, ça a été le témoin et le porte-parole le plus bruyant du phénomène migratoire, oui. Alors après, sur le plan économique. Sur le plan politique, à un moment, il y a eu l'histoire de la 6ème République, du référendum d'initiative populaire, en gros, hein, avant la lettre, j'ai plus le terme exact. Il y a eu 2-3 choses portées en plateforme. Comment dirais-je, le suffrage proportionnel, demandé à maintes reprises, qu'on a, nous aussi, dans nos divers mouvements, on a dit, bah oui, évidemment, si on veut être mieux représenté, il faudrait ça. Maintenant, en fait, on s'est trompé, je pense. Il fallait attendre d'être à maturité du suffrage majoritaire, parce que là, ça fait très mal quand on gagne. Mais bon, qui gagne et pourquoi, et pour quelle finalité, ça c'est un autre débat. Donc politiquement, j'ai plus de mal, tu vois. Culturellement, j'ai aucun problème. À chaque fois qu'il passait la télévision, il y avait un rappel de ce qu'était la France et de son génie classique. Sur le plan migratoire, pas de problème. Sur le plan politique et économique, enfin politique au sens de la stratégie de gestion politique, c'est là qu'on retombe sur la question du pouvoir. J'ai jamais trouvé de programme extrêmement bien étayé. D'ailleurs, c'était un peu le point faible sur lequel attaquaient les journalistes. Marine, d'ailleurs, ne me semble pas beaucoup plus forte économiquement sur ce plan-là. Alors, si on en vient sur la forme, et il y a une question que je voudrais te poser, c'est dans le fond, aujourd'hui. Je ne parle pas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui, à quoi ça sert encore un parti politique ? Le sens de ma question est de dire, finalement, qu'est-ce qu'on doit en attendre ? Je pense qu'il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en même temps, en quoi on n'a rien à en attendre ? Bien sûr. Alors, il y a quelque temps, je faisais une conf devant des militants, là, une petite formation, et j'expliquais que je compare les politiques à l'évolution des chaînes de télévision. Source première d'information pendant 50 ans. La France devant son 20h. 3 chaînes, 4 chaînes, 5 chaînes au max. Des grandes discussions le lendemain matin sur les 2 ou 3 séries, le reportage, l'émission politique. Et puis ensuite, après, l'explosion des canaux. Première révolution. L'arrivée du numérique et aujourd'hui les systèmes de plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on avait quelques canaux durs, contrôlés par l'État d'ailleurs, les télévisions d'État, mais on avait une qualité première qui était celle de rassembler un certain nombre de gens. On pouvait faire 6 millions sur le château ou 7 millions de personnes, de téléspectateurs sur un reportage sur le château de Versailles. Des chiffres dingues, ou sur l'histoire des hommes, etc. Bon, depuis Néandertal, les gens se rassemblaient, peu importe qu'on aime ou pas la télévision. Le parti politique avait cette vocation à rassembler. C'est pour ça qu'on a parlé un peu de toutes les écuries qui à un moment étaient au FN, du Cato-Trad en passant par le NR, le cadre Youpi, les mecs qui divisent des ampoules tout seuls la nuit. Enfin bref, il y avait un peu de tout, même des bouddhistes à un moment, c'était drôle. Bon, ça avait cette idée de, voilà, tous les chevaux dans l'écurie. Et on cavale sur les élections, les phénomènes de... Voilà, on surfe dessus, on travaille dessus. Aujourd'hui, un parti politique, aujourd'hui, je ne sais même pas qui appelle encore son mouvement le parti. D'ailleurs, tout le monde appelle mon mouvement politique, hein, ou ma famille politique. Très intéressant d'ailleurs, hein, notamment pour le côté mafieux, ou paramafieux. Mais est-ce qu'on entend encore, à part l'extrême gauche, le mot parti ? Même Mélenchon ne le prononce plus tellement.
qui pourtant est un post-marxiste, stalinoïde, etc. Un peu nostalgique, beaucoup plus que Le Pen d'ailleurs, c'est marrant. Plus jeune, mais bien plus nostalgique. Et aujourd'hui, on est des plateformes de proposition d'orientation d'une possible politique sur un long terme qui est 2 ans, quoi, tu vois. Donc en fait, on te vend un produit. On te vend un produit sur étagère, avec des mecs qui refont les rayonnages tous les 2 ou 3 ans. Des gens tous très très propres, qui sont prêts à... En fait, on a commercialisé le système, ce qui fait que c'est un peu comme la vidéo à la demande, quoi. Tu choisis un truc et tu peux suivre sans t'impliquer plus. Il n'y a plus de militants, au sens encarté, je veux dire. Si on regarde... Alors moi, j'avais regardé ça il y a 2 ans, avec... un peu plus, il y a 3 ans, avec Feu Thierry Le Goeth, mon camarade qui est décédé, avec qui je faisais les émissions sur MZ, et on regardait... c'était un effondrement, alors entre les effectifs ventilés et pipotés par les partis et la réalité de ce que comptait le ministère, on avait des baisses un peu comme le syndicalisme, de l'ordre de 80%. 80% de disparition militante. Aujourd'hui, on est bien embêté si on a du succès en politique, aller chercher les gens. Demain matin, déjà rien que pour les députés supplémentaires, le RN a cavalé partout pour trouver des assistants parlementaires. Plus personne. Il n'y a plus personne. Alors après, il y a toujours du monde. Au meeting, etc. Ah, bien sûr. On est dans le règne du consommateur sympathisant. Mais on a commercialisé le politique. Je pense qu'aujourd'hui, un parti a moins d'intérêt, et même pour nous, je dirais, le côté, tu sais, c'est encore une fois, les systèmes physiologiques. L'humain, c'est du dur entouré de mou. Le crustacé, c'est du mou entouré de dur. Le parti politique, aujourd'hui, c'est très mou. Et l'embêtement, c'est qu'il n'y a pas forcément du dur à l'intérieur. Donc en fait, je pense que ce qui peut reconstituer une ossature, ce sont les réseaux politiques. Travailler en réseau, et c'est là où Faye avait raison, en réseau, en méta-réseau, autour de structures politiques électorales, et travailler du sens. Voilà. Travailler du sens et de l'incarnation. Là, en ça, on pourrait être les héritiers, en partie, mais en termes d'exemple de Jean-Marie Le Pen, en tant qu'incarnation vivante et poursuite de principes. Voilà. Dans la vie de tous les jours, faire la démonstration de que nous sommes. Voilà. Comme disait Gianluca, siamo qui, siamo noi, nous sommes nous-mêmes. Cette autonomie-là, elle est extrêmement intéressante et elle ne peut pas se vendre, elle ne peut que se démontrer. Et c'est un rappel permanent de la figure. Voilà. Alors pas au sens purement jungérien du terme, pas l'incarnation pure du type, mais une figure de constance. Ça, on peut, oui. Et le parti politique, lui, c'est on va dire que c'est le réseau commercial des rendez-vous de l'agenda. Donc un instrument. Je pense aujourd'hui, c'est pas secondaire, c'est important, mais c'est une structure de fond. Voilà. À mon sens. Voilà, puis encore une fois, tu parlais des BB1 2007. Aujourd'hui, on remplit peut-être 2-3 meetings géants, mais on a connu des époques, notamment avec le Front National, où il y avait un meeting semaine. Et on faisait toute la France, il y avait 50 meetings, c'était plein à craquer. Mais il y avait des fédérations partout, il y avait des anciens combattants, il y avait des jeunes, il y avait des FNJ de tous les départements ou presque. Il y avait une charge d'engagement physique qui n'existe plus, voilà, qui est fumée par le numérique, je pense. Et par les processus d'élection des gens aptes à aller dans le politique. Ils sont aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, très tamisés. On sélectionne les plus doux. Voilà, pas les plus rugueux ou les forts en gueule comme Le Pen, quoi. Alors, il y a eu aussi une aventure particulière entre le Front National et les catholiques. Ah oui. Comme tu disais tout à l'heure, on en parlait avant l'émission, mais déjà, de quels catholiques on parle? Alors, déjà, pour commencer, il y a eu la période Bernard Anthony, donc où il y avait vraiment une aile officiellement chrétienne en la personne de Bernard Anthony, qui était d'ailleurs reconnu, adoubé, vu comme tel au sein du Front National. Ça a été assez éphémère, c'est mal fini. Oui. Et ensuite, il y a eu toujours une forme d'ambiguïté dans ce rapport. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, on va dire, de catholiques de droite qui ont été sans forcément revendiquer leur catholicisme publiquement, mais en tout cas ont été des piliers du Front National. Bien sûr. Et puis il y a eu plein de catholiques aussi de droite qui ont été très froids
à l'égard du Front National. Ouais. Bon, les catholiques de gauche sont évidemment, ont toujours considéré le Front National comme étant le pire parti, oui, bien sûr, l'incarnation du mal. L'incarnation du mal, et on l'a vu avec les évêques et compagnie, etc. La Croix, Goliath, toutes ces revues qui ont passé leur vie à taper dessus. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette ambiguïté au sein des catholiques de droite, la figure aussi de Jean-Marie Le Pen en tant que catholique, qui, comme on le disait, a été chez les jésuites et un homme de culture chrétienne, capable de répondre. Je revoyais hier des images d'archives où un curé lui demande de partir, et Jean-Marie Le Pen a des répliques où il est capable tout simplement de sortir des morceaux de l'évangile. Ah, mais complètement. Malheur à vous par qui le scandale arrive, oui, etc. Non, là, il était. On voit toute cette culture classique des vieux collèges jésuites. Je crois qu'il était à Vannes, lui, dans une institution assez costaud, hein, levé à 5h30, sport, et tout, etc. Puis après, culture classique, religieuse, voilà. Il était madré à ça. Alors, j'ai fréquenté les gens de l'époque de Bernard Anthony, pas lui-même, je l'ai croisé. Je commencerai peut-être par une première question, c'est comment tu expliques, toi, de ton point de vue, de ton expérience, l'échec du national-catholicisme à la Bernard Anthony. Alors, je l'explique, moi je l'explique par l'intermédiaire de, on va dire, à la fois de la science politique et de la métapolitique qui doit être la nôtre. Je ne crois pas qu'on entre en politique en tant que catholique. On ne peut pas entrer en politique que en tant que catholique. Tu as dit tout à l'heure quelque chose qui me voilà, je me suis dit, tiens, là, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Des hommes catholiques de droite qui sont entrés au front et d'autres qui n'y sont pas rentrés. En fait, tous ceux que j'ai connus, tous mes camarades catholiques qui sont rentrés au front ou dans les mouvements radicaux, n'y sont pas rentrés parce que catholiques. Ils sont rentrés parce que héritiers d'une droite dans laquelle, comme pour Jean-Marie à un certain niveau, le catholicisme est consubstantiel de l'identité française. Voilà. C'est-à-dire, c'est même pas discutable. C'est comme ça. Je suis français, donc je suis catholique, et c'est naturellement que ça se déroule. Voilà. Ceux qui ont voulu finalement faire une sous-bannière, comme d'autres, hein, après, il y a eu plein de chapelles, catholiques ou pas, les païens ont joué leur truc aussi à un moment, autour de Terre et Peuple. Enfin, chacun voulait faire sa petite on va dire sous-écurie. Ça ne marche pas. D'une certaine manière, comme les gays à l'UMP. Exactement, ou RN. Oui, mais d'une certaine manière, il n'y a pas de... tu vois, il y avait eu à un moment donné, en gros, une sorte de sous-parti gay au sein de l'UMP. Il n'y en a jamais eu, ça n'a jamais été officiel. Au sein de s'appelait Romero, là, je crois que c'était ça. Jean-Luc Romero qui avait été mais en gros, selon toi, voilà, en gros, de créer sa sous-marque, son sous-parti religieux au sein d'un parti comme le Front National. Alors, qu'on soit heureux de ça ou pas, et je pense que les catholiques, pour beaucoup de gens, de catholiques de droite, n'en sont pas forcément très heureux, mais il y a eu 1905, quoi. Je ne sais pas si le français moyen accepte un discours religieux comme, je le regrette également, à certains moments, mais le français moyen, c'est peut-être un des mecs les moins racistes en Europe. Alors, je ne suis pas raciste au sens débile du terme, mais je dis, à un moment, ce serait bien aussi d'arrêter de dire qu'ils sont toujours sympas, quoi. Ils ne sont pas toujours sympas. Mais on peut pas, il y a des données du réel. Le français, malheureusement, et puis il y a des cycles, mais pour l'instant, n'est pas un homme religieux au sens politique du terme. Tu n'auras pas la même chose en Italie, ou même en Espagne, où tu peux travailler sur du pour, même le Portugal. Tu as l'anti et le pour. Voilà. Et bien, c'est beaucoup plus marqué que chez nous. Tu le sais bien, on s'est baladé en Europe. Quand on voit des camarades militants de pays où l'aspect religieux est encore puissant, la Pologne, où j'avais été il y a quelques années, tu sens quand même le poids chez certains militants d'une revendication de l'identité chrétienne de la Pologne, etc., etc. Mais ça ne gêne pas, puisqu'ils sont nés comme ça. Le français, depuis plusieurs générations, il n'est plus mentalement, n'est plus dans la proximité de l'Église. Tous ceux qui, politiquement, ont voulu faire de l'Église dans la politique, à mon avis, se sont plantés. Voilà. Ou alors, ont été récupérés par d'autres chapelles qui, après, se sont autonomisées, groupusculisées plus ou moins. Je vais me faire taper dessus par les plus radicaux des catholiques, mais je m'en fiche. Par contre, il y a aussi une autre frange dont j'aimerais parler, c'est le bourgeois catholique, qui, lui, a toujours été gêné du caractère très populaire du Front National. Et qui a adoré, et je prends le terme à dessein, qui a adoré le tandem Villiers-Pasqua quand il est arrivé, parce que les gens ont beaucoup parlé de Zemmour et d'autres, mais on a eu cette première période où on prend les 4 à 7% d'une droite
ethno-catholique qui veut consommer en paix et qui préfère des gens un peu sélects. Et quand Jean-Marie fait danser l'ancienne tenancière du bar à 2h du matin et qui danse la zouk, ça marche pas, ça fait pas très classe quand même. Voilà. Il y a eu ce frein-là. Par contre, pour les plus croyants, le frein, c'était que Jean-Marie Le Pen ne soit pas peut-être assez catholique. Or, il l'était pleinement. Pas au sens de la foi, voilà, il faisait pas la démonstration de tous ces dimanches à la messe ou de confesse, mais au sens où, enfin, je sais pas, le mec il est là, il y a les télés du monde entier, Jeanne, au secours, faut le sortir, quoi. Qui fait encore ça sur une sainte de la nation en Europe? Voilà. Il avait ces éclats de bon breton catholique, mais comment en aurait-il fait lui une arme politique? Alors il le disait, la France est un pays chrétien, etc. Mais parce que pour lui c'était naturel. Et là aussi on a un décalage de génération. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui naît dans une France catholique qui ne se pose pas la question, alors, post-séparation de l'Église et de l'État, mais qui l'est encore profondément, et surtout dans les campagnes, et surtout en Bretagne. Voilà. Donc ça n'a jamais été pour lui une revendication, puisque en défendant l'idée française, il défendait la France catholique. Plus généralement, mais là c'est un autre débat, est-ce qu'on peut faire en France du national-catholicisme? Non, moi je ne pense pas. Pas en France, peut-être en Pologne, peut-être en Italie, peut-être en Argentine. Voilà. On voit, par exemple, à l'heure actuelle, là, pour les prochaines élections brésiliennes, qu'il y a des mouvements qui sont politico-religieux, avec les évangélistes, avec les catholiques, etc. On voit qu'il y a des accointances lourdes. Et les églises ont du poids. Je ne sais pas si chez nous, ça a du sens. Pas du poids, hein, du sens. Je crois pas. Je ne crois pas. Le catholique peut se déployer, à mon sens, bien plus, comme tu l'as fait, et certains l'ont fait, dans la sphère sociale et sociétale. Là, oui. Là, il y a... Parce que justement, ce que défendait Jean-Marie Le Pen a disparu, en grande partie, par déculturation. Voilà. Et là, quand on vient rappeler que l'identité, c'est pas seulement un drapeau ou seulement de jolis paysages, mais c'est qu'il y a une vie sociale, politique, il y a du sacré, il y a des lieux qui ont une résonance, il y a la messe, il y a les cloches du dimanche, c'est pas seulement un rappel qu'il est midi, etc., etc. Là, oui, là, il y a une... Pour les catholiques, en tout cas, il y a une mission, il faut réénergiser tout ça, et je pense même, d'ailleurs, que, bon, voilà, on a vu le succès du Pélé de Chartres et d'autres, je pense qu'il y a une demande. On est très d'accord là-dessus. Maintenant, politiquement, voilà, à part sur l'avortement, dans lequel, voilà, débat dans lequel, à un moment, il y avait, de toute façon, à se prononcer religieusement, ce qu'ont fait les églises, ce qu'ont même fait les musulmans, à part ces sujets-là, ou la fin de vie, par exemple, sur le reste, par exemple, les choix économiques et financiers, je pense que, ou politiques au sens gestion européenne, problématique de conflit, les Français n'attendent pas de point de vue des religieux. On n'est pas à attendre les présages ou les points de vue, tu vois. Sur ce plan-là, c'est moins marquant. Et je pense que... Mais c'est pas... Enfin, la question avec Anthony, c'était pas seulement, à mon avis, un point de vue religieux. C'est aussi sur un plan personnel et d'articulation. Évidemment. Ouais, c'est lourd. C'est lourd aussi, après ce qui s'est passé comme tambouille à l'intérieur de ce parti. Je ne veux pas non plus que les gens pensent que tout a été formidable au FN, quoi. Il y a eu de sombres histoires de rivalité, de machin, et lui, il a taillé de temps en temps, pour faire un jeu de mots à la serpe, il a fait saigner du monde là-dedans. Il a dépantalonné des gens assez violemment. Ouais. Humilié aussi. Donc il y a aussi cette part d'ombre chez lui qui est celle de l'homme fort. Par contre, oui, pour revenir à ça, ça a toujours été un catholique français, ou un français catholique, plutôt. Alors merci beaucoup Arnaud pour cette analyse. Est-ce que tu as peut-être encore des éléments qui te viennent en tête, des idées marquantes qu'on aurait... Enfin, évidemment, il y a encore plein de choses à redire, mais de choses qui te viennent à l'esprit? Non, la chose qui me vient à l'esprit, et que je t'en ai parlé juste avant l'émission, la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'il s'en va sans un hommage populaire de masse, qui aurait, sous une forme ou une autre, qui aurait été le bienvenu, non pas pour répondre aux gens sur la place de la République, aux guignols qui ont fait des feux de Bengale, mais simplement justement pour rappeler à la France qu'il avait été suivi par tout un peuple, et en tout cas par des représentants de ce peuple, de toutes les catégories, voilà. De l'ouvrier au chef d'entreprise, du bourgeois au prolo, du petit gars au bac plus 5, il y a plein de gens qui l'ont suivi, de la femme de ménage à la grande banquière.
tous ces gens qui l'ont suivi, je pense, auraient aimé, pour certains en tout cas, lui rendre hommage en place publique. C'est un peu... Alors peut-être ce sera fait, je ne sais pas. Mais voilà, pour une si grande envergure, en tout cas, sur une période de l'histoire, avoir autant marqué le pays et partir si discrètement, c'est un peu dommage sur le plan, en tout cas, de la partie de son personnage public. Voilà. Bon, bah, espérons s'il y en a parmi nous qui nous écoutent et qui ont les moyens Oui, après, il ne faut pas que ce soit du refroidi. De lancer les choses, mais des mois après. Ouais, bien sûr. Mais ça aurait été intéressant. Ouais. Je pense que ça l'aurait fait marrer, ça. Une belle soirée où on finit par écouter de la biguine de Pointe-à-Pitre à la fin. Ça l'aurait fait marrer. C'était son truc, ça. Voilà. Mais merci beaucoup Arnaud. Merci Victor. On rend à notre manière cet hommage à cette figure de Jean-Marie Le Pen, figure contrastée, mais figure néanmoins incontournable et qui fait partie de notre histoire en tant que Français. Merci Arnaud. Merci Victor et bonne journée.